adulte sur 3 est concerné par cette maladie et c'est la première cause des AVC dans le monde. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'hypertension artérielle. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Culture Santé. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez choisi la thématique de la semaine. Il s'agit de l'hypertension artérielle et je reçois sur ce plateau 2 invités qui répondront à toutes vos questions et qui vont nous édifier sur cette pathologie. Je vous prie de vous installer. On se retrouve juste derrière. Je suis très contente de vous retrouver dans le cadre de notre émission Culture Santé. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau le docteur Bang, qui est avec moi sur ce plateau. Elle est médecin cardiologue en service au cabinet médical Cardio Plus, qui est situé à Makepe dans la ville de Douala. Bonjour. Exactement. Docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous remercie. Alors, lui, vous le connaissez très certainement. Il s'agit de notre consultant permanent, le docteur Sacfon Eric Hervé. Bonjour, docteur. Bonjour Claudia. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter? Bien sûr. Notre nutrithérapeute, il est en service à la clinique Rivi située dans le quartier Makepe. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Claudia. Merci encore pour l'invitation. C'est un sentiment, un plaisir renouvelé que d'être avec toi sur ce plateau. Ouais, c'est moi qui vous remercie tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hypertension artérielle. Avant de revenir à la définition, j'aimerais quand même qu'on s'attarde un tout petit peu sur les chiffres. Parce qu'on estime que 1,28 milliard de personnes dans le monde âgées de 30 à 79 ans sont atteintes d'hypertension artérielle. C'est quand même assez costaud, c'est assez volumineux ces chiffres. Alors, j'aimerais ici demander à notre cardiologue, docteur Abon, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Très souvent, quand on part dans les formations sanitaires, nous sommes soumis quand même à certaines analyses, certains examens. Et bien avant, on prend des paramètres. On nous prend généralement la tension artérielle. Exactement, oui. Voilà. Certaines personnes peuvent négliger cela. Mais vous, aujourd'hui, vous allez nous dire à quoi ça sert, cette prise. Et bien sûr, oui. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Alors, pour mieux parler de l'hypertension artérielle, il faut d'abord comprendre ce que c'est la tension artérielle. Oui. La tension artérielle, c'est la pression que le sang exerce sur les artères de notre organisme. Ces artères qui sont des petits tubes flexibles où le sang oxygéné circule. Alors, cette pression artérielle est mesurée en 2 phases. Il y a d'abord une pression au moment où le cœur contracte, qui est la pression systolique, et il y a une pression au moment où le cœur est relaxé, qui est la pression diastolique. Ça veut dire que quand on parle de pression artérielle, il y a 2 valeurs qui sont concernées. On va donc parler de hypertension artérielle quand la pression systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure ou quand la pression diastolique est supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Oui. Et ici, très souvent, comment est-ce qu'on constate que nous sommes face à un problème après, bien sûr, la prise des paramètres? Alors, le diagnostic de l'hypertension artérielle s'effectue en prenant la pression, en mesurant ces pressions artérielles. Et cette mesure s'effectue avec un tensiomètre. Oui. Et de moins en moins, nous trouvons les tensiomètres traditionnels. Maintenant, nous avons de plus en plus de tensiomètres automatiques que même les patients ont dans leur domicile. Bien que l'acte de la prise de la tension est banal, oui. Il y a des mesures à respecter pour qu'on soit sûr qu'on peut avoir des mesures vraiment fiables. Oui. Alors, je dis ça parce que, comme je disais tantôt, les patients possèdent maintenant cet appareil dans leur maison, donc ils peuvent eux-mêmes prendre leur tension artérielle. Oui. Alors, par exemple, il faut 30 minutes avant la prise de la tension, il ne faut pas avoir pris du café, il ne faut pas avoir pris de l'alcool, il faut avoir pris un repos de 30 minutes si on a fait une activité sportive intense. Et même si on a fait des tâches ménagères, il faut un repos de 10 à 15 minutes avant de s'asseoir et prendre la tension. Oui. Donc maintenant où on s'assoit pour prendre la tension, il faut être bien assis, le dos bien droit, les 2 pieds au sol, les pieds pas croisés et possiblement
on ne parle pas. Donc, autre chose importante, c'est choisir le tensiomètre. Oui. Quand on va acheter son tensiomètre, on doit être sûr qu'on a le brassard adéquat. D'accord. Parce que si on a un brassard qui est petit et on a un gros bras, on aura des chiffres pas corrects. Oui. Donc, souvent, on voit des patients on voit des gens qui prennent la tension artérielle avec un brassard qui a à peine réussi à aller autour du bras du patient. Oui. Même chose, on ne peut pas avoir un tout petit bras et on a un très, très gros brassard. Donc, le brassard doit être adéquat. Maintenant, sur l'acte même de la prise de la tension, quand on prend cette tension artérielle, il faut s'assurer qu'on prend au moins, faut prendre 3 mesures de tension. Oui. Parce que la première prise peut être entachée par l'appréhension, par l'angoisse du fait que bon, on est entré par ma tension. Donc, il faut prendre une première prise, une deuxième et une troisième à distance de une minute. Et c'est rappeler qu'à chaque fois qu'on doit communiquer sa tension artérielle, on doit se rappeler que la tension artérielle, c'est 2 valeurs. Oui. C'est une valeur systolique et une valeur diastolique. Oui. Et justement, docteur Sacfon, comment est-ce qu'on en arrive à ça? Comment est-ce qu'on devient hypertendu? Alors, on devient hypertendu quand on a négligé certains principes alimentaires basiques. Je vais plus m'attarder sur le côté alimentaire, sur le côté de la nutrition. Je laisserai le soin au docteur Eban de parler de tout ce qui est d'ordre clinique. Oui. La prévention est ce qui me préoccupe le plus. D'ailleurs, l'hypertension fait partie des pathologies dont la prévention peut être une réponse adéquate pour résoudre. Ouais. Comment est-ce qu'on devient hypertendu? Quand on réussit l'exploit malheureux de réunir au sein de son plat les acides gras saturés, les acides gras trans, les sels et les sucres dans un même plat, là, on est sur un chemin qui conduit tout droit à l'hypertension. Est-ce que vous pouvez davantage expliquer, parce qu'il y a nos papas, nos mamans à la maison qui ne vont pas certainement comprendre les acides gras et autres. Tout à fait. Lorsqu'on va parler d'acides gras saturés, où est-ce qu'on va les retrouver? On va les retrouver dans des aliments comme les charcuteries, oui, qui très souvent, pour conserver la viande, on va utiliser une méthode de salage des repas pour conserver. Oui. On va retrouver ça également, quand on va parler maintenant d'acides gras trans, on va les retrouver dans les viennoiseries, on va les retrouver souvent dans des beurres, on va retrouver la boulangerie en fait, hein, tous ces aliments qui sont dans des boulangeries ont très souvent des acides gras trans. Et les aliments qui sont d'origine carnée sont riches en graisses saturées. On va parler là d'acides gras saturés. Oui. Maintenant, dans les sels et dans le sucre, c'est peut-être l'occasion de donner quelques chiffres aux téléspectateurs. L'OMS recommande 5 grammes de sel par jour par personne. Et quand on sait que pour que notre plat soit constitué de 5 grammes, vous allez prendre juste un morceau de pain d'environ 100 grammes, pain complet. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là tout à l'heure. Juste 100 grammes, vous avez environ 1,5 g de sel dans un morceau de pain de 100 grammes complet. Vous allez prendre, par exemple, pour ceux qui prennent le fromage, juste une portion de fromage qui est environ 50 grammes par personne. Vous allez retrouver jusqu'à 2,5 g de sel. Vous allez vous rendre compte que s'il faut maintenant saler son repas, son plat de résistance, généralement, nous consommons bien plus de sel que nous ne devrons par jour. Je vais vous dire qu'il y a des pays, par exemple, comme la France, où un Français en moyenne consomme 10 à 15 grammes de sel, soit 3 fois plus la quantité de sel qu'il devrait consommer. Oui. Et de plus en plus au Cameroun, on consomme plus de sel. Un Camerounais en moyenne consomme entre 7 et 10 grammes de sel depuis qu'il y a eu l'avènement des supermarchés et de toutes les boulangeries qui pullulent dans notre société. Vous comprenez que lorsque vous mangez beaucoup pâtisserie, beaucoup charcuterie, beaucoup sucré, on parlera tout à l'heure des aliments qui cachent le sucre, oui, pourtant dont on ne voit pas le sucre. Lorsque vous consommez ça, dites-vous bien que au bout de quelques années, vous êtes sur le chemin qui conduit à l'hypertension. Donc, est-ce à dire que notre environnement social et notre mode de vie favorise le développement de l'hypertension? C'est une certitude, Claudia. C'est une certitude que l'hypertension fait partie des maladies qu'on choisit d'avoir.
Et en parlant de choisir d'avoir, tout à l'heure on a parlé d'âge, la tranche d'âge, 30 à 79 ans. Pourquoi cette tranche d'âge-là? De patients qui développent l'hypertension artérielle. Alors, bien sûr, l'hypertension artérielle, plus l'âge augmente, plus la probabilité de développer l'hypertension artérielle. Parce que si on considère les artères dont je vous ai parlé au début, qui sont des petits tubes flexibles où le sang oxygéné circule, avec l'âge, ces artères deviennent plus rigides, ils sont moins flexibles, alors la pression artérielle va augmenter. Bien sûr, avec l'âge aussi, on devient plus sédentaire, on fait moins d'activité et le métabolisme ralentit. Donc, avec l'âge, les probabilités de devenir hypertendu augmentent. Mais tenons compte qu'il y a des jeunes patients avec l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est pas limité à des personnes qui ont plus de 30 ans. Absolument pas. Nous voyons des jeunes de moins de 30 ans avec l'hypertension artérielle. Donc, personne n'est vraiment exclu. Oui. Et j'aimerais ici, je ne sais pas si Dr Sacfon a quelque chose à rajouter. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a l'âge, mais il y a également ce qu'on va appeler le processus de vieillissement de cellules. Or, pour que les cellules vieillissent, c'est dit qu'il y a quelque chose qui a conduit à cela. Je suis toujours dans la prévention. Il y a des aliments qui vont accélérer le vieillissement de cellules. D'ailleurs, pour quelqu'un qui peut constater qu'il commence à avoir des cheveux blancs, il devrait très vite se rendre compte que également ses artères doivent être de plus en plus rigides. Par conséquent, il risque d'hypertension. Lorsque vous commencez à avoir quelques cheveux blancs qui poussent là, vous devez faire plus attention à ce que vous consommez et surtout à la qualité des aliments que vous prenez. Parce que ces aliments peuvent soit obstruer vos artères ou alors, si vous les prenez bien, soit les dilater et permettre une bonne fluidité du sang. Oui. Et y a-t-il un lien, justement, c'est vrai que tout à l'heure, Dr Ambar en parlait, l'obésité, ça veut dire que toutes les personnes qui souffrent d'obésité, forcément, sont prédisposées à avoir l'hypertension artérielle, docteur? Alors, il y a un lien entre l'obésité et l'hypertension artérielle. Là, maintenant, on ne va pas dire que tous les patients avec l'obésité ont l'hypertension artérielle. Il y a des obèses qui n'ont pas l'hypertension artérielle. Mais le lien entre l'obésité et l'hypertension artérielle est constaté. Ce lien est réel. Et parce que l'obésité, le mécanisme par lequel l'obésité amène à l'hypertension artérielle, les mécanismes sont multiples. Par exemple, on va évoquer une rétention hydrosodée, on va évoquer une augmentation de l'activité sympathique et considérer aussi que il y a une résistance à l'insuline chez le patient obèse et bien sûr le patient obèse fera moins d'activité physique. Donc, et c'est aussi constaté que chez le patient obèse et hypertendu, lorsqu'il y a une perte de poids, ça se reflète sur une diminution des chiffres de la tension artérielle. En tout cas, on va marquer une courte pause et revenir juste derrière pour savoir comment est-ce qu'on reconnaît que nous sommes face à un cas d'hypertension. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez toujours, ou bien vous êtes toujours sur le plateau de Culture Santé. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'hypertension artérielle. Et la question que j'aimerais poser à mes deux invités sur ce plateau, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un cas d'hypertension? Déjà, docteur Safon, à travers peut-être le plat, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'attention, peut-être le patient fait face à cette maladie? Oui, pour ceux qui font déjà la pathologie, il y a des aliments dont les hypertendus ont comme des réactions. On pourrait dire des réactions allergiques. Voyez-vous, quand on parle d'allergie pour le cadre alimentaire, c'est que le corps n'arrive pas à accepter ou alors à accepter la présence de ces aliments-là. Oui. Le corps se défend. Et pour les hypertendus, constat fait, j'ai eu quelques patients qui ont eu cette réaction-là, lorsqu'ils prennent un aliment trop salé, immédiatement, le corps réagit. D'autres ont des crampes, d'autres ont des douleurs au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire au niveau des orteils. Oui. D'autres ont comme des paralysies, juste en prenant le sel en quantité
supérieure. Certains encore, c'est le sucre. S'ils prennent une boisson sucrée, les boissons artificielles, là, les jus, avec un taux de sucre élevé encore, c'est l'occasion de dire à nos téléspectateurs que une bouteille de 33 centilitres de jus contient jusqu'à 17 morceaux de sucre. Et quand on sait que pour obtenir un seul morceau de sucre, il faut presser environ 17 tiges de canne, vous comprenez qu'en finissant une seule bouteille de jus de 33 centilitres, vous êtes en train carrément de finir tout un champ de canne, ce qui est très dangereux pour la santé. Alors que la quantité de sucre recommandée, c'est vraiment une quantité très faible, environ 20 grammes maximum. Les hypertendus, donc ceux qui font déjà la pathologie, dans leur plat, lorsqu'ils vont trouver un aliment très salé, ils auront des réactions au niveau de leur corps. Oui, on peut reconnaître, ça c'est pour celui qui est déjà malade. Mais il faut quand même dire que l'hypertension est une maladie sournoise. On va même les appeler les tueurs silencieux. Parce que tant qu'on n'a pas diagnostiqué cette pathologie, elle fait son bout de chemin, elle détériore le corps, elle diminue le système immunitaire au point où généralement, si l'évaluation n'est pas systématique, on va se trouver en train de subir la pathologie. Mais toutefois, si dans votre plat, vous constatez déjà que certains aliments vous font plus mal, certains aliments vous créent des réactions, alors posez-vous la question de savoir pourquoi. Et généralement, ça peut conduire à une hypertension. Oui, et justement, parlons des réactions. Vous, docteur Amba, quand vous recevez un patient à l'hôpital, très souvent, quels sont les symptômes qu'il vous décrit et qui vous conduisent justement à cette conclusion? Alors, je voudrais d'abord dire que on ne peut pas reconnaître un patient qui a l'hypertension artérielle à vue d'œil, parce que c'est, comme disait le docteur Sagban, c'est une pathologie silencieuse qui donne souvent pas de signes et le diagnostic est fait uniquement au moment où on prend les paramètres de la tension. Alors certains patients, s'ils ont des chiffres très élevés, vont se plaindre des maux de tête, ils peuvent avoir des vertiges. Certains avec des chiffres très élevés peuvent venir avec des saignements au niveau des nez et des troubles de vision. Mais pour la majorité des patients, le patient n'a pas de symptômes et c'est malheureux parce que beaucoup de patients ont leur diagnostic l'hypertension au moment là où ils ont fait une complication de la maladie. Donc la chose à faire, c'est d'aller se faire dépister parce que beaucoup de fois on n'aura pas des symptômes. Mais très souvent quand on est hypertendu, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps pour qu'on sente qu'il y a un déclic et qu'il y a dysfonctionnement? Exactement, c'est ça que je disais tantôt que quand la tension artérielle est élevée, pour plusieurs patients, il n'y aura pas de symptômes. Alors, pour certains patients, ils peuvent avoir des maux de tête, ils peuvent avoir des vertiges, la fatigue, et ils peuvent avoir des troubles de vision. Certains patients, ces maladies, l'arrivée à l'hôpital, c'est quand le patient a déjà fait un accident vasculaire cérébral ou bien il arrive avec les symptômes d'insuffisance cardiaque. Donc, pour la majorité des patients, il n'y a pas de symptômes particuliers. Donc, mais il y en a certains qui vont arriver avec des symptômes de maux de tête, de fatigue, de vertige. Mais le message à passer, c'est qu'il ne faut pas qu'on attende des symptômes pour se dire qu'on a l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, il faut se rendre dans un cabinet pour se faire prendre les paramètres, ou bien si on a son propre tensiomètre à la maison, encore mieux, il faut de temps en temps se faire mesurer. D'accord. Tout à l'heure, docteur Amba a pris le temps de nous expliquer un peu comment s'effectue le diagnostic à travers la prise des paramètres et autres. Mais une fois qu'on a pris les paramètres et que vous remarquez que la tension du patient est anormale, qu'est-ce qui se passe? Diagnostic, dès qu'on fait le diagnostic de l'hypertension artérielle, maintenant il faut savoir, il y a des patients qui arrivent au cabinet et où la tension est franchement élevée et il n'y a pas de doute dessus et on doit commencer un traitement. Mais il y a aussi des patients qui arrivent avec des chiffres qui ne sont pas très élevés, là où même nous les médecins on a un peu de doute, est-ce que le patient est vraiment en train de faire une hypertension artérielle ou pas? Et là il faut
confirmer ces diagnostics en faisant d'autres examens, par exemple faire ce qu'on appelle la MAPA, qui est le monitoring ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, qui va nous donner plus des informations pour qu'on puisse dire concrètement que ce patient a l'hypertension artérielle. Maintenant, diagnostic fait, il faut prendre en charge le patient, parce que le plus tôt on commence la prise en charge du patient, plus on va éloigner le patient des complications de l'hypertension artérielle. Alors, la prise en charge de l'hypertension artérielle est pharmacologique et non pharmacologique. Il y a des patients qui arrivent avec une hypertension artérielle de grade 1, là où on n'est pas obligé de commencer immédiatement un traitement. On va conseiller un changement réel de son style de vie qui passe par une alimentation plus saine, comme Dr Sabgan venait de dire, par une augmentation de l'activité physique aérobique et par un correct management de son stress. Maintenant, il y a des cas d'hypertension à partir du grade 2, là où il faut absolument commencer un traitement pharmacologique. Et le traitement de l'hypertension artérielle est ici au Cameroun comme ailleurs dans le monde est connu utilisé par toutes les sociétés savantes et consiste de différentes classes de médicaments qu'on utilise pour traiter l'hypertension artérielle. Les patients doivent savoir que c'est pas un cas c'est pas un traitement égal pour tous. C'est-à-dire on peut avoir un patient avec hypertension artérielle qui prend un seul comprimé pour avoir des chiffres de tension alors qu'il y a un autre patient qui a besoin de 2, 3, 4 médicaments différents pour régulariser sa tension. Bien sûr, ce traitement pharmacologique est toujours et doit être toujours accompagné par comme je disais tantôt, un changement de style de vie. On doit pouvoir réarranger son alimentation. On doit augmenter l'activité physique. Si on est dans le surpoids ou dans l'obésité, on doit perdre le poids et surtout manager son stress. Le stress, c'est un facteur de risque pour l'hypertension, à ne pas négliger. J'aimerais qu'on s'appesantit un tout petit peu sur manager son stress. Est-ce chose facile, docteur Sakran, surtout dans notre environnement actuel? Il y a des causes externes au stress. Là, c'est difficile de gérer ces causes-là. Mais il y a des causes internes au stress. Ça, on peut gérer ça. Encore que c'est l'occasion pour moi de présenter ici une étude qui a été faite au Cameroun en avril 2011 dans 7 entreprises différentes multinationales au Cameroun. On s'est rendu compte que sur environ 552 employés pris, 191 étaient des cadres, mais le nombre de patients ou alors le nombre de personnes qui présentaient plus d'hypertension étaient sur la catégorie de cadres. Pratiquement 60% de ces cadres-là, de ces 191 cadres, subissaient ou alors souffraient d'hypertension. Et quand on a regardé la cause, c'était lié effectivement au stress. Que les entreprises capitalistes d'aujourd'hui mettent sous pression les employés. Ça, il faudrait le dire. Mais attention, sachons également que on ne peut être vraiment optimal dans nos résultats que si on sait mieux gérer notre stress, ou alors que si on est en bonne santé. Comment gérer le stress? Il y a plusieurs méthodes. Peut-être tout à l'heure, lorsqu'on parlera de la méthode New Start, je donnerai quelques esquisses de solutions qui pourront nous aider à manager le stress. Mais déjà, ce que je ne peux pas gérer, ce que je ne peux pas contrôler, je me dois de l'accepter et de le gérer. Non pas de le subir. Parce que lorsque je subis, je ne suis pas en position de force du tout. En tout cas, nous allons marquer une courte pause et revenir juste derrière pour davantage en savoir sur la prise en charge de l'hypertension artérielle et beaucoup plus sur la prévention. Tout à l'heure, docteur Amban parlait de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Mais généralement, cette prise en charge, qu'est-ce qu'elle vise précisément?
Au moment où on commence à traiter un patient avec hypertension artérielle, notre objectif, c'est de diminuer le risque cardiovasculaire de ce patient, c'est-à-dire éloigner le patient de l'éventualité d'avoir une complication de l'hypertension qui peut être un accident vasculaire cérébral, qui peut être une crise cardiaque, une insuffisance rénale et tout ce qui va avec. Donc, en prenant la décision de donner un traitement pour baisser les chiffres de tension, ce qu'on vise, c'est effectivement de éloigner le patient de la possibilité de développer les complications de l'hypertension artérielle, comme j'ai dit, un AVC, une crise cardiaque, l'insuffisance rénale, et n'oublions pas même des pathologies neurodégénératives qui peuvent être dues à l'hypertension artérielle. D'accord. Et je suis certaine que nos téléspectateurs à la maison aimeraient savoir comment est-ce que l'alimentation contribue justement dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Très bien. Je vais vous dire aujourd'hui comment faire pour avoir l'hypertension. Et vous allez déduire vous-même, à l'inverse, comment faire pour ne pas l'avoir. Parce que si je sais comment faire pour avoir l'hypertension, alors je sais comment faire pour ne pas l'avoir, juste en évitant ce qui conduit à l'hypertension. D'accord. Alors voici un petit déjeuner typique au Cameroun. Un petit déjeuner qui paraît banal, qui est pris par toutes les classes sociales, et les bénéficiaires jusqu'au cadre d'entreprise. Un repas quotidien qui est certain conduit à l'hypertension. Beignet, haricots bouillis. Vous le prenez d'un bon plat avec un peu de sucre pour sucrer le beignet. Ou alors à côté, vous prenez un bon pain blanc avec 3 œufs, spaghettis, mayonnaise, avec un peu de lait, le lait blanc, le lait de vache, avec un peu de sucre à l'intérieur pour rendre ça plus sucré. Ça fait un bon petit déjeuner copieux. À midi, vous allez prendre un sandwich bien fait, bien dodu, avec la charcuterie, la bonne viande à l'intérieur, et à côté, un petit soda, c'est-à-dire une boisson bien gazeuse. Et le soir, pour dormir, vous prenez à la maison, à partir de 21h surtout, lorsque tout le monde est réuni et que vous êtes rentré du travail, il y a eu des embouteillages, à 21h, vous prenez un bon repas bien gras de chevaux, et coq, héros, que sais-je encore, vous le mangez bien, vous le faites régulièrement de cette façon, dites-vous bien, vous bâtissez l'hypertension. C'est une certitude. Maintenant, comment faire pour ne pas l'avoir? Vous pouvez juste arrêter d'avoir ce style de vie alimentaire qui va vous conduire dans les supermarchés, les grandes surfaces, qui généralement, les boîtes de conserve ne sont pas conseillées, qui va vous conduire dans les fritures, qui généralement ont des graisses saturées, qui va vous conduire dans les tueurs silencieux que j'appelle l'illusion de la beauté blanche. C'est comme ça que j'appelle ces tueurs silencieux. Le sucre, le pain, la farine blanche, l'huile raffinée, le beurre sont les tueurs silencieux qui bâtissent l'hypertension. Vous vous retirez de ça et vous finissez, vous observez la nature, vous mangez comme les animaux qui travaillent, qui exercent en plein jour, qui lorsque le soleil se couche, cessent de manger, rentrent dans leur nid pour les oiseaux, dans leur tanière pour les autres. Vous, les humains également, faites pareil. Lorsque le soleil s'est couché, vous arrêtez de manger. Au mieux, vous prenez des liquides. Ouvrez votre estomac le matin, surtout pas le matin. Évitez le petit déjeuner parce qu'il n'est pas conseillé pour ceux qui ont l'hypertension. D'accord. Le matin, ou alors vous prenez juste de l'eau avec un citron, ça peut aider. Et vous vérifiez que vous n'avez pas des problèmes d'ulcère gastrique avant. Bien sûr, encadré par un médecin ou un nutritionniste, c'est toujours mieux. Et vous décidez de prendre juste votre déjeuner à partir de 12h. Et de prendre votre dernier repas à 16h, vous pouvez éviter l'hypertension de cette façon. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez dire? Ça, c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Qu'est-ce que vous allez dire à un cadre d'entreprise qui se plaint de ne pas avoir assez de temps pour de faire de temps en temps l'activité physique? Parce que tout à l'heure, je pense on en a parlé et vous avez conseillé cela pour ne pas être très sédentaire. Qu'est-ce que vous répondrez à ce cas d'entreprise-là? Oui, c'est pas du tout facile dans la vie d'aujourd'hui de s'étailler le temps pour soi,
surtout pour les cadres d'entreprise où la pression est énorme, mais tout le monde devrait se rappeler à tout moment que personne n'est indispensable. Donc, il faut que son premier intérêt doit être la santé, parce que quand on est en santé, c'est là où on peut être productif. Le jour où la maladie viendra, tout s'arrête. Donc, il faut chercher ce temps qu'on n'en a pas pour trouver le temps pour s'occuper de soi, faire cette activité sportive qu'on demande. Je dirais, Claudia, à tous les cadres d'entreprise qui m'écoutent, que la sédentarité est une mort programmée. Évitez de programmer votre moi en restant sur place tout le temps. Je vais donner des conseils dans les entreprises en disant que lorsque vous êtes assis pendant 2 heures de temps, levez-vous, montez les escaliers, allez saluer le collègue qui est au bas de l'immeuble, allez et revenez vous asseoir. Ne vous asseyez pas plus de 2 heures en continu sans que vous n'ayez dégourdi les jambes. Ça, c'est très important. Et pour ceux qui peuvent, mais qui suivent l'exemple de ceux qui savent mettre un break, 10 minutes, vont faire du sport quelque part dans leur bureau et revenir s'asseoir. C'est un exemple à suivre, Claudia. D'accord. Et j'aimerais quand même qu'on conclue un tout petit peu avec le protocole Neostat. Je sais que vous aimez très souvent parler de ce protocole qui jusqu'ici fait ses preuves en ce qui concerne la nutrithérapie et la médecine de manière générale. Vous pouvez nous en dire plus? Neostat, pourrait-on dire en français, un nouveau départ, c'est l'opportunité de respecter les lois de la nature. Le N pour la nutrition, veillez à ce que votre nutrition soit 70% crue, au mieux, aliments revitalisants, et 30% cuit. E qui est exercise, le sport. Vous devez absolument faire le sport. Je voudrais rappeler, donner des chiffres. Pour quelqu'un qui fait environ 30 minutes d'activité physique tous les jours, il peut réduire jusqu'à 40% ses risques de faire l'hypertension. 40%, c'est énorme que le sport peut aider. Le W qui est de l'eau, consommer de l'eau en bonne quantité, parce qu'une bonne consommation d'eau va permettre de faire fonctionner de manière optimale les émonctoires naturels. Ce que je vais appeler les reins, le foie, la peau, c'est l'eau qui va permettre un bon fonctionnement de ces émonctoires. Le S qui est le soleil, respecter le soleil. Le T qui est ici ta tempérance. On ne mange pas tout. Qu'est-ce que c'est tempérance? On mange ce qui est prescrit, on s'abstient de ce qui est proscrit. Parce qu'il y a des aliments proscrits pour les hypertendus, même pour tout le monde. Et le A qui est l'air, sachez que vous pouvez vraiment oxygéner votre sang et permettre une bonne fluidité de ce sang si vous savez jouir de l'avantage de l'air. C'est très important. Le R qui est le repos, ça c'est très important. Dormez de manière efficace. Non pas juste pour dormir, mais de manière efficace. On parlera un jour du sommeil ici, Claudia, parce que le sommeil a 4 temps. Il y a tellement à dire sur le sommeil. Sachons également que ceux qui ne dorment pas assez réduisent leur fertilité. Encore, on sait que tous ceux qui sont hyper tendus, il y a un lien avec les risques d'infertilité. Oui. D'accord. On va finir ici avec le T, qui est le trust. Soyez positif, parce que vos émotions influencent votre santé. Et vu que dans cette émission, nous encourageons les téléspectateurs à se rendre dans une formation sanitaire à chaque fois qu'ils ressentent, même pas seulement, très souvent, pour surveiller leur corps, pour savoir qu'ils soient en alerte en quelque sorte, chaque fois qu'il y aura des problèmes. Oui. Docteur Rabon, j'aimerais que vous nous dites un tout petit peu ce que vous pouvez, quelles sont les conséquences au cas où un patient ne respecte pas toutes les consignes ou les recommandations données par le docteur Safouan tout à l'heure. Ah oui, donc si on mange sans... Si on se permet de tout consommer sans recul, c'est-à-dire de matières grasses, le sel, de l'alcool sans contrôle, tout ça, on va se retrouver avec des pathologies telles que l'hypertension artérielle, et n'oublions pas le diabète
qui marche avec l'hypertension artérielle. Donc, et le surpoids va entraîner d'autres pathologies articulaires. Donc, on a tout à gagner en respectant un régime alimentaire correct et en augmentant l'activité sportive dans notre vie quotidienne. Ce que les gens ne savent pas, Claudia, ce que les gens ne savent pas, c'est que notre alimentation peut augmenter notre niveau de stress. Et le stress est un poison pour le corps, surtout le stress oxydatif. Sachant que l'animal, par exemple, là je vais titiller, mais les Camerounais qui aiment bien une viande particulière qui est le porc, l'aliment qui est le plus sensible au stress, c'est le porc. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies pour l'abattage de ce porc-là, dites-vous bien que le week-end est souvent le jour où on consomme le plus mal au Cameroun, parce qu'on est dans les bars et tout le reste. Faisons attention à ce que nous consommons. En espérant qu'on ait apporté suffisamment d'éclairage sur cette thématique de la semaine, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Merci à vos chers invités, Dr Sakfan, Dr Aban, d'avoir répondu présent à notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, comme à l'accoutumée, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, la santé publique, la santé de tous passe par chacun d'entre vous et nous concerne tous. Bonne santé à tous.